C'est le grand entretien de ce Smart Impact avec Olivier Vignol. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes le président exécutif de Domitis. Prêt pour l'impact, c'est le titre de cette rubrique. Et donc, le mot impact qu'on met un peu à toutes les sauces. Je demande souvent à mes invités, et je commence souvent mes grands entretiens comme ça, qu'est-ce qui signifie pour vous ? Je vais répondre surtout qu'est-ce qui signifie pour Domitis. Ouais. D'abord, merci pour votre invitation. Je crois que notre métier de gérant de résidence service senior, il a vraiment un impact fort dans deux domaines. Mhm. Le premier, bien évidemment, c'est ce qu'on fait pour les seniors, puisque vivre dans une résidence service senior, c'est évident, ça prolonge l'autonomie, ça retarde la dépendance, Mhm. et ça a donc un impact notamment, alors je pourrais citer l'impact sur la prévention des chutes, qui est un des sujets majeurs pour les seniors et pour la sécurité sociale d'ailleurs. Ça coûte près de 2 milliards d'euros. Donc clairement, tout ce qu'on fait en matière de prévention des chutes dans les résidences services seniors, ça a un impact. Ça a un impact sur les seniors. Et puis je voudrais aussi citer l'impact qu'on a sur l'emploi territorial. Ouais. On a, je pense qu'on en reparlera, on a 200 résidences en France. On a dans chacune de nos résidences entre 15 et 20 emplois qui sont non délocalisables, Mhm. qui sont des emplois de métiers de service à la personne, pour lesquels on forme les gens. Et donc, on a dans chacune des communes dans lesquelles on est implanté, près de 200 communes en France, on a un impact aussi sur l'emploi local. Donc, impact sur les seniors, impact sur l'emploi local. Je crois que c'est vraiment deux directions dans lesquelles Domitis est assez, je vais le dire, assez exemplaire. Ouais, et on va détailler ça avec vous. Vous avez inauguré la semaine dernière votre 200e résidence, c'est en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde, et vous avez à cette occasion dévoilé la raison d'être de l'entreprise. Je vais la citer. Nous accompagnons avec respect le bien vieillir des seniors au sein de cadres de vie sécurisants, durables, ouverts sur les territoires et la société, tout en permettant à chacun de rester libre de ses choix et acteur de son quotidien. J'aime bien ce mouvement lié à la loi Pacte de définition de raison d'être, parce que c'est souvent un moment de... Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous, je veux bien que vous me le racontiez, où on appuie sur stop, vous voyez ce que je veux dire, et où on réfléchit à ce qu'on est, pourquoi on est là, à quoi on sert. Comment ça s'est passé le processus de définition ? J'aime beaucoup votre mot de on appuie sur le bouton stop. À un moment, moi, je dirais peut-être on prend de la hauteur Oui, oui. pour essayer de se désengager du quotidien et réfléchir vraiment. Donc la loi Pacte, c'était 2019. Pour des sociétés comme les nôtres, depuis 2020, ça a été un peu compliqué. Le Covid, on va appeler la crise des EHPAD, etc. Et on n'avait pas fait ce travail de définition de notre raison d'être. Un peu aussi parce qu'on vivait avec l'intuition et la conviction que notre métier était... par essence un métier, un fort impact sociétal, et donc on n'avait pas besoin, de se poser la question et de définir. question. Et en fait, il faut se poser la question. Et en fait, la définition de cette raison d'être, elle a été faite vraiment par les collaborateurs. On a fait participer, on est près de 4800 collaborateurs dans le groupe aujourd'hui. Je pense qu'il y a plus de 2000 personnes qui se sont intéressées à ce sujet, qui ont participé, donc ça remontait. Puis à la fin, on a écrit cette raison d'être. Et puis j'ai pris mon bâton de pèlerin, si je puis dire, et puis j'ai été voir le conseil de surveillance et je leur ai dit, écoutez, voilà, ça c'est la vision des collaborateurs. Ouais. Et en fait, ça serait bien que vous la validiez telle qu'elle est. Comme ça, quand changez un pas de manager virgule. dire ça à son conseil de surveillance, Ouais. c'est pas simple. Ouais. J'ai fait beaucoup de tournures et le conseil de surveillance de Domitis, qui est composé de membres du groupe AG2R La Mondiale, qui est notre actionnaire unique, a eu cette grande sagesse finalement d'accepter de prendre tel quel ce que les collaborateurs avaient proposé. Et ça a un impact immédiat sur la manière dont les gens vivent cette raison d'être, parce que c'est vraiment eux qui l'ont définie. C'est pas un truc qu'on leur a plaqué. Ouais. Et maintenant, puisque derrière, ça se décline dans des engagements en matière de RSE, et c'est beaucoup plus facile pour le management de dire aux collaborateurs, écoutez, ça découle de ce que vous avez choisi, Ouais. et donc maintenant, il va falloir le mettre en application. C'est pas uniquement quelque chose qu'on va mettre dans la plaquette, c'est pas uniquement quelque chose qu'on va mettre même dans les statuts de l'entreprise. Il va vraiment falloir le mettre en application au quotidien dans l'ensemble de nos activités. Alors justement, le mettre dans les statuts, ça veut dire que vous pourriez devenir une entreprise à mission ? Alors, on le fait progressivement, Ouais, parce qu'on peut le mettre dans les statuts sans être, on ne veut pas être trop juridique, mais on peut le mettre dans les statuts sans être entreprise à mission. D'accord. Et la première étape, ça va être de le mettre dans les statuts. Et la deuxième étape, quand on aura atteint un niveau de maturité qui nous semblera suffisant, ce sera, j'espère, un jour de devenir société à mission.
Et donc, comme vous savez, la différence, c'est de faire valider, Oui. contrôler, Mmh. auditer, examiner par Oui. un comité externe que les engagements que nous avons pris sont bien tenus. Ouais. 200 résidences, je l'ai dit, entreprise fondée en 1998. Qu'est-ce qui a profondément changé, ou pas d'ailleurs, dans ce secteur en 27, presque trois décennies, 27 ans? Alors, c'est ce qui a changé, et ce qui va surtout changer peut-être Mmh. plus d'ailleurs que ce qui s'est passé dans les 25 dernières années passées. Ce qui va changer véritablement dans les 5 ans qui viennent, c'est le choc de vieillissement auquel la France va être confrontée. La pourcentage de population des seniors, il n'a pas beaucoup augmenté depuis le début des années 2000. Et je dirais même qu'avec l'impact des naissances en baisse pendant la Seconde Guerre mondiale, il a même plutôt en ce moment un petit peu baissé, en tout cas pour la tranche d'âge qui nous intéresse. Les gens rentrent chez nous à 82 ans. Ouais. Donc dans la tranche d'âge 80-85 ans, bah, c'est les naissances de 1940. Ouais. Là, en revanche, ce qui va se passer, vous savez, le fameux baby boom. C'est le baby boom qui devient le papy boom, et là, vous voyez arriver, là. Et là c'est massif. C'est massif. Les gens n'ont pas forcément ça en tête. Mais si on prend les seniors de plus de 75 ans, Mmh. entre 2020 et 2030, ça va augmenter de plus de 50%, de 4,1 millions à 6,2 millions. Et ça va être massif, et pas uniquement pour les exploitants de résidences services seniors, mais pour les gérants d'EHPAD, mais Mmh. plus largement pour l'ensemble de la société française. Et malheureusement, on veut dire, on n'est pas forcément préparé à ça, Ouais. alors que la démographie est une science certaine et que ce choc de vieillissement, Mmh. voilà, il est annoncé depuis de très nombreuses années Ouais. et il nous faut nous y préparer. Alors, il y a effectivement les chiffres que vous donniez, il y a ceux-ci aussi qui nous donnent des projections pour 2030. Donc là, c'est vraiment demain, un tiers de la population française aura plus de 65 ans, c'est le chiffre qu'on a pris. Puis après, si on va vers 2050, on est à 26,2% de la population française pour les plus de 65 ans. Il y a le Haut Commissariat à la stratégie et au plan qui prévoit qu'il faudrait créer à minima 111 500 places d'habitat alternatifs aux EHPAD d'ici 2030, et puis ensuite 104 000 places supplémentaires entre 2030 et 2050. Est-ce qu'on est prêt à ça, Eh ben, on n'est pas prêt du tout à Pas du ça. tout. Et pour ne pas polémiquer, prenons les chiffres du commissariat Ouais. au plan. On va dire 100 000 places par an Ouais. pour année. Ça veut dire qu'il faudrait en créer 500 000 d'ici 2030 et on en crée quasiment zéro, à part le secteur des RSS qui s'est beaucoup développé ces dernières années, Ouais. mais qui, pour des raisons là, plutôt liées au marché immobilier, parce que Ouais. malheureusement, il faut financer nos immeubles. Ouais. Le développement s'arrête. Il ne se crée pas de places d'EHPAD. Mmh. Il ne se crée pas de places de ce qu'on appelle les résidences autonomie. Mmh. Il se crée, on en ira peut-être un mot, quelques places dans le secteur du co-living, etc. Mais Ouais. alors, zéro, j'exagère peut-être un peu, mais il se crée pas 10 000 places par an. Mmh. Donc, on va avoir un déficit considérable de places de logements dédiés aux seniors qui sont indispensables. Et ça va poser un problème majeur en 2028, 2029, Ouais. 2030. Mais ça veut dire que votre secteur d'activité, au sens large, hein, il dépend de l'État pour y Alors, arriver? pour ce qui concerne notre secteur d'activité au sens large, les RSS, nous ne dépendons pas de l'État parce que D'accord. nous n'avons aucun financement public. Mmh. Nos résidents n'ont aucun avantage particulier, à la différence des EHPAD, dont une partie du coût des séjours est pris en charge soit par les départements, soit par la sécurité sociale. Donc nous ne dépendons pas des financements de l'État. Nous dépendons donc du financement des acteurs privés. Il faut Mmh. bien reconnaître qu'aujourd'hui, les résidences services seniors, c'est un investissement entre 20 et 35 millions d'euros. Donc on a besoin des investisseurs immobiliers pour financer le développement. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas lié là au vieillissement, c'est lié Ouais. à l'état du marché immobilier. Ces financements sont devenus très compliqués à obtenir, à mettre en œuvre. Donc le développement s'arrête à un moment, malheureusement, où on devrait faire l'inverse et Ouais. plutôt accélérer sur on a une espèce de paradoxe. Pour des raisons de finances publiques, il ne se crée plus une seule place d'EHPAD quasiment en France en ce moment, alors que le nombre de personnes dépendantes va augmenter de 50%. Les résidences autonomiques est un petit peu le logement social, les résidences services, sont gérées par les collectivités locales. Manque de finances publiques dans les collectivités publiques, on arrête, dans les collectivités locales, Ouais. on arrête le développement. Et donc, oui, on manque d'argent. Et donc, paradoxalement, alors qu'on sait que les besoins vont exploser, le développement s'arrête au pire, j'allais envie de dire, au pire des moments. Ouais. Alors, on voit bien ce qui différencie les résidences services seniors des EHPAD, mais il faut peut-être le rappeler. Alors, il faut le rappeler parce que, dire pour nos éditeurs, pour le grand public, tout ça, c'est généralement, les gens parlent de maisons de retraite. Ouais. Puis,
derrière ce terme, Ouais. on met plusieurs choses. La grande différence entre les EHPAD et les RSS, c'est qu'on ne fait pas de soins dans les résidences services seniors. On ne délivre pas de soins. Nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle le secteur médico-social. Mhm. Nous sommes du secteur privé non régulé, alors que dans les EHPAD, vous délivrez des soins et de fait, la régulation est beaucoup plus forte. Et donc, de fait, notre public est différent. Pour résumer, Ouais. les résidences services seniors donc, s'adressent à des seniors qui sont autonomes, en moyenne 85 ans quand même dans nos résidences, donc qui sont certes autonomes, mais fragilisés par l'âge. Et donc, ce qu'on leur délivre, c'est à la fois des services, mais qui sont des services non médicaux, du type ménage, restauration, blanchisserie, des activités culturelles, physiques, Mhm. intellectuelles, mais pas de soins. Et s'ils ont besoin de soins, parce que à cet âge-là, on a besoin quand même d'un minimum de soins particuliers, ben, ils font appel à des prestataires Ouais. extérieurs, alors que dans les EHPAD, vous vous adressez à des gens dépendants, Mhm. qui ne sont plus autonomes, qui ont besoin de soins qui sont délivrés par les salariés des EHPAD. Mais vous parliez de la prévention des chutes, tiens, tout à l'heure. Il y a presque des missions de service public que vous remplissez. C'est ce que nous faisons valoir, notamment à la CNSA, qui est la petite branche, vous savez, on va dire, de la sécurité sociale, qui Mhm. s'occupe donc de l'autonomie et du handicap. Juste un chiffre sur la prévention des chutes, ça coûte 2 milliards d'euros par an à la sécurité Ouais. sociale et ça représente malheureusement 10 000 décès de personnes âgées qui chutent et malheureusement décèdent à la suite de ça. Et donc, de faire d'abord des appartements et des bâtiments conçus spécifiquement pour éviter les chutes, avec des barres de soutien, des meubles passés à la bonne hauteur, etc. Enfin, tout ce qu'on fait avec les ergothérapeutes. Et par ailleurs, de faire des sessions de prévention des chutes pour nos résidents, leur apprendre à se tenir en équilibre, à utiliser un déambulateur ou ce genre de choses. Oui, ça relève du service public. Alors, on fait ça, on va pas dire gratuitement, parce qu'il y a bien, entre le résident et nous, il y a bien quelqu'un qui paye, mais on fait ça Ouais. sans aucune aide publique. Vous le faites parce Alors, que c'est un produit d'appel aussi c'est un produit ou c'est une d'appel et parce demande de vos qu'on clients? explique, on explique beaucoup aux clients et à leurs familles, à nos Ouais. résidents, que c'est important pour eux et ça leur permettra certainement peut-être d'éviter une, deux, trois chutes Mm. dans l'année. On a par ailleurs des systèmes de détection des chutes avec des montres Ouais. connectées et qui fait que si malheureusement néanmoins il chute, Mm. on a du personnel de Domitis qui peut intervenir immédiatement, du personnel qui est formé, relever une personne âgée qui a chuté. Bien sûr, on pourrait croire, bah oui, il n'y a qu'à la relever. Non, Non. ça s'apprend, ça Bien se sûr. gère. C'est un Et métier. on fait, c'est un métier. Ouais. Et donc, c'est évidemment, oui, je partage, nous sommes quelque part un métier d'intérêt général. Alors, on a bien vu la différence de votre métier avec celui des EHPAD. Mais pour autant, est-ce que le scandale qui a frappé le secteur des EHPAD vous a touché par ricochet ou pas? Alors, il nous a touché, oui, et en deux phases, et de manière, je dirais, contradictoire. Je m'explique. Dans une première phase, comme vous disiez, comme on a été assimilé Ouais. à une maison de retraite, alors je ne vais pas citer le nom Mm. de cette société qui a été prise dans ce scandale, et en même temps rappeler que sur les 23 000 collaborateurs de cette société, je pense que la très, 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 très grande majorité fait un travail super au quotidien. Mais voilà. Mais comme il y avait une assimilation en 2022, on a connu une décroissance dans nos taux d'occupation parce que Ouais. les gens disaient, mais peut-être que C'est chez pareil, Domitis, c'est c'est pareil. pareil. Bon, Ouais. donc, beaucoup travaillé. Et puis, je le dis, on a un taux de satisfaction de nos résidents de 95% qu'on a mis alors en avant sur la vitrine pour dire non, nous, il n'y a pas de sujet de maltraitance, il n'y a pas de sujet de rationalisation. Voilà. Et puis après, on a eu finalement, quand les gens maintenant comprennent bien la différence entre une RSS et un EHPAD, notamment les gens qui sont chez nous, Ouais. on a un impact dans l'autre sens, c'est-à-dire que les gens veulent rester chez nous plus longtemps et nous disent on n'a pas envie de partir en EHPAD. Et ce Mm. qui parfois même va nous poser pour nous des difficultés. On pourrait dire c'est une bonne nouvelle pour vous. À la fois oui, et en même temps on n'est pas équipé pour gérer des personnes qui deviennent dépendantes. Donc, mais voilà, oui, ça a eu un impact Ouais. certainement sur notre activité. Est-ce que vous êtes soumis aux mêmes difficultés, par exemple la pénurie de main-d'œuvre qualifiée ou le turnover de main-d'œuvre? Est-ce que ça fait partie des défis Alors, que vous devez c'est des relever? grands sujets Ouais. et qui peuvent le turnover dans les métiers de ce qu'on appelle les services à la Ouais. personne, puisqu'on est dans ce secteur au sens là, il est extrêmement élevé. Je peux vous donner un chiffre à nos auditeurs, c'est 40% par an. Donc c'est Beaucoup. très.
Et pourquoi? Parce que ces métiers manquent, c'est vrai, d'attractivité. Donc comment et on a à faire face, alors on a la chance, c'est qu'on a récupéré beaucoup de gens qui venaient des EHPAD. À la suite, c'est une des conséquences de la crise des EHPAD. Beaucoup de gens qu'on avait, je vais le dire comme ça, qu'on avait ras-le-bol de l'EHPAD bashing, donc ils sont venus travailler chez nous, donc ça nous a aidés. Et en même temps, post-Covid, on a dû faire face à la concurrence très forte de la restauration et de l'hôtellerie, qui sont des métiers pas exactement les mêmes, mais connexes, qui proposaient des rémunérations très fortes. Donc nous, comment on essaye de pallier ça? C'est vraiment par la formation et en proposant des parcours professionnels. Mmh. On fait beaucoup de formations. On a un Domitis Campus, voilà, pour former les gens. Et quelqu'un peut rentrer chez nous juste à l'accueil, etc., et progresser, responsable de département, voire directeur adjoint ou directrice adjointe de résident. Oui, il faut Et travailler sa marque employeur et finalement on en revient au début de notre entretien sur la définition de la raison d'être. Ça y participe, la quoi. raison d'être, on a placé dans les engagements RSE qu'on prend à la suite, cette raison d'être, c'est également de placer l'humain au sens pas que nos résidents, mais les collaborateurs Mm. au cœur du dispositif, parce que dans ce contexte et la pénurie de main-d'œuvre dans les services à la personne, avec le choc démographique, ne va faire que s'accroître. Il est essentiel, si on veut arriver à avoir les collaborateurs compétents, fidèles et qui viennent travailler chez nous, de les attirer et de les former et de donner d'abord de rappeler qu'on a un métier qui a du sens, hein, parce qu'on parle toujours de la quête de sens. Clairement, quand vous travaillez dans un secteur comme le service aux personnes âgées, c'est à beaucoup de sens. Et donc, ça fait partie des éléments qu'on met en avant pour attirer les collaborateurs. Dans cette raison d'être, il y a le mot, alors, je dis, cadre de vie sécurisant, durable, ouvert sur les territoires. Je voudrais qu'on s'arrête sur le mot durable. Est-ce que vous faites évoluer le modèle de vos résidences pour peut-être les rendre moins énergivores, moins consommatrices en énergie, en électricité, en eau, etc., etc. Alors oui, alors on a un sujet, c'est que les personnes âgées sont frileuses. Et c'est comme ça, avec l'âge, on est de plus en plus sensible au froid. Ouais. Et quand on a 82, 85 ans, il faut bien reconnaître que le 19 degrés, ça le passe pas. 19 degrés, ça le fait pas. Ça Mm. le fait pas. Et donc, ça a été un sujet. Donc, d'abord, on a dû faire la pédagogie auprès de nos résidents, leur a expliqué que on prenait bien en compte, etc., mais que il y avait aussi d'autres impératifs, etc. Mais n'empêche que on a affaire à une population de clients de résidents qui est, on va dire, qui aime bien son confort thermique Ouais. et que 21, 22, 23, c'est mieux que 19. Et c'est un vrai sujet pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Je pourrais prendre un autre exemple. On a chez nous, parce que l'aquagym pour les personnes âgées, c'est un des sports les plus demandés, parce que c'est du sport doux, sans traumatisme musculaire. Et donc, on a des petites piscines, hein, une dizaine de mètres dans chacune de nos résidents. Mais si l'eau n'est pas à 30 degrés, ils nous disaient, mais on a très froid. Alors on dit, écoutez, on peut peut-être mettre à 28 ou 27, ça va aller, mais c'est pas ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaie de poser des panneaux solaires, parce qu'on a des surfaces très grandes, on a beaucoup de terrain, beaucoup de parking, donc on essaye, terrain. On essaye vraiment quand même de convaincre nos résidents, voilà, de faire comme on nous a demandé de le faire dans les bureaux, de porter un pull, etc. Et que peut-être on peut gagner 1 ou 2 degrés et ça fait diminuer considérablement. Donc, on travaille beaucoup sur ce sujet des consommations d'énergie parce que c'est vrai que c'est un de nos sujets. On a développé sur un certain nombre de résidences de la géothermie, Mhm. parce qu'on est dans des endroits où il y avait de la place de faire des puits de géothermie sans avoir la concurrence de trop d'immeubles autour, et que donc les moins 10% de consommation d'énergie, vous savez, qui avait été demandé au moment du pic des prix en 2022, Domitis a réussi à délivrer, mais c'est un combat au Ouais, quotidien très intéressant. parce qu'on a besoin de convaincre nos résidents de se joindre à nous dans ce combat pour les économies d'énergie. Ouais, quelques chiffres sur le secteur des résidences services seniors en général, environ 1300 résidences, plus de 104 000 appartements, croissance récente, 130 ouvertures recensées en 2003-2024, un taux d'occupation moyen d'environ 80% et environ 100 millions d'euros investis en 2023. Voilà les chiffres qu'on a trouvés. Est-ce qu'on construit aujourd'hui une nouvelle résidence complètement différemment d'il y a 25 ans, justement en tenant compte des impératifs dont on parle? Alors sur l'enveloppe thermique du bâtiment, Oui. certainement, ne serait-ce que parce que la réglementation nous y Ça a oblige, changé, ouais. indépendamment les fameuses réglementations de construction, la RT Mm. et RE de 2020. Mm. Ce qui a changé depuis, c'est l'ergonomie des appartements, hein. Les ergothérapeutes travaillent toujours, notamment dans
l'adaptation des appartements. Et même nous, au bout de 200 résidences, chaque résidence, enfin, on tient compte du retour d'expérience de la précédente pour faire des petites modifications, des modifications à la main. Et puis, par rapport à ce qu'on a appelé les premières résidences, première génération, on a été amené à inclure de plus en plus de services dans ce qu'on appelle les socles du rez-de-chaussée, parce que tout le monde a compris que les activités physiques étaient indispensables, même si c'est des activités physiques adaptées, mais à la prolongation de l'autonomie des seniors. Et en fait, ce qu'on aperçoit, c'est qu'il y a un service qui n'est pas mis dans les plaquettes publicitaires qu'on propose à Noël, c'est le lien social. Et la demande d'activité en commun est de plus en plus forte. C'est presque la première chose que nos résidents viennent chercher. Alors, on a plus de 2 tiers de nos résidents qui sont des personnes seules, et majoritairement plus de 50% des femmes seules. Et en fait, elles viennent chez nous aussi parce qu'elles veulent s'insérer dans une communauté, faire des choses ensemble, discuter, voir des gens, que ce soit d'autres résidents ou le personnel de Domitis. Et donc, la taille de nos socles de rez-de-chaussée a plutôt eu tendance à augmenter au fur et à mesure. On installe maintenant systématiquement un salon de coiffure dans nos résidences. Vous semblez paradoxal, mais les personnes âgées sont très sensibles à leur apparence, à leur look, peut-être plus que quand elles avaient 40 ou 50 ans, et elles peuvent aller chez le coiffeur quasiment une fois par semaine, et donc on a été amené à insérer ce genre d'activité. Le comportement des personnes âgées est quelque chose de passionnant et de très particulier. Je donnais le chiffre des millions d'euros, 100 millions d'euros investis en 2023. Est-ce que, je crois que vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, mais je veux bien qu'on s'y arrête quelques secondes, quelques minutes sur l'investissement, les investisseurs, est-ce qu'ils sont présents sur des nouveaux projets? Est-ce que c'est un secteur? Parce que vous disiez la démographie, les chiffres, on sait où on va, quoi. On sait ce qui nous attend. Ils sont présents, mais ce qui s'est passé, c'est que, voilà, je vous disais, une résidence, selon sa localisation, c'est entre 25 et 40 millions d'euros. Donc, le chiffre que vous avez, moi je le chargerais un peu parce que même nous, on a vendu à des investisseurs pour plus de 100 millions d'euros d'actifs, et on a 200 résidences. On n'aurait pas pu se développer aussi vite s'il avait fallu qu'on porte la propriété des murs. Donc, pour ces sociétés, pour se développer rapidement, on transférait la propriété à des investisseurs immobiliers. Et le marché immobilier s'est retourné pour tout un tas de raisons. Deuxième semestre 2022, le rendement qu'on doit offrir à nos investisseurs est nettement plus élevé et n'est plus compatible aujourd'hui. Ce qui se passe, n'est plus compatible avec nos paramètres d'exploitation. Il n'est pas qu'il y en ait un qui a tort ou raison. C'est que voilà, les taux d'intérêt ont augmenté, les coûts de construction avaient explosé en 2022, le prix de ce qu'on appelle le foncier, donc du terrain sur lequel n'a pas tant baissé que ça malgré la crise de l'immobilier. Et aujourd'hui, quand vous mettez tous ces paramètres, on a beaucoup de mal à monter de nouvelles opérations, ce qui, encore une fois, est paradoxal et dommage compte tenu des besoins qui vont arriver. La démographie ne manque pas. Mais le marché immobilier est ainsi fait, et il n'y a pas en France de modèle d'opérateur qui garde la propriété des murs, à la différence d'ailleurs de ce qu'on voit dans les pays anglo-saxons. Et donc voilà, ça crée un blocage du marché et qui est vraiment dommage, alors que les besoins vont augmenter significativement. Est-ce qu'il y a une concurrence de la colocation? C'est vrai qu'il y a pas mal de seniors, de retraités qui cherchent des expériences de colocation. Alors, il n'y a pas une concurrence, il y a une complémentarité. Et par rapport au manque de places qu'on évoquait, de plus de 100 000 places par an, il y a largement de la place pour trouver des solutions, tout le monde. Donc, c'est une nouvelle offre qui a émergé il y a un peu avant le Covid, les premières expériences, un peu issues des premières expériences sur le co-living étudiant ou sur le co-living des jeunes actifs. Ça reste encore très, très marginal. C'est quelques centaines de places, ou peut-être milliers de places par an. Donc, ça reste très marginal. Vous disiez, il y a beaucoup de seniors qui demandent. Je pondérais, parce que autant je crois que quand on est jeune, on a peut-être envie de vivre en communauté. Je suis pas sûr qu'à 75 ou 80 ans, vous ayez forcément envie de partager votre salon, etc. Bien sûr, mais c'est un moyen de lutter contre la solitude aussi. C'est un moyen de lutter contre la solitude, et c'est un moyen, parce que ce sont des produits qui sont moins chers qu'une résidence service senior, beaucoup moins cher qu'un EHPAD, et c'est vrai parce qu'il n'y a qu'une seule pièce commune à partager. Donc ça répond
a un besoin de lien social qui est permanent chez tous les seniors, et ça permet de proposer des solutions qui sont pour des budgets assez sensiblement inférieurs, et ça permet aussi de faire des plus petites unités. Souvent, les unités de co-living senior sont entre une dizaine et une vingtaine de chambres avec, là, parfois, il y a 2 pièces communes et puis une vingtaine. Et donc, ça permet de répondre aussi à un besoin dans des petites localités où il n'y aurait pas la place pour implanter un bâtiment de 80 ou 100 appartements. Donc, c'est vraiment une offre qui a toute sa place sur le marché, mais qui reste encore extrêmement embryonnaire. Merci beaucoup, Olivier Vignol, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup, le handicap en question.